qui sévit dans la partie est de notre pays. Le mardi dernier, comme notre Mwanamboka Abbé vient de le dire, au cours de notre réunion, nous avons dit que nous devrions prendre le courage de soutenir notre armée qui fait preuve de bravoure sur la ligne de front à territoire de Rutshuru, à territoire de Nyiragongo et autour de Goma. Nous avons dit également que dans nos campagnes de mobilisation, nous devrions continuer à dénoncer l'agression dont notre pays est victime de la part du Rwanda. Nous avions dit également que nous devrions marteler pour dénoncer les silences complices du pouvoir en place qui s'est donné la peine de contredire les FARDC, de contredire les populations locales qui ne cessaient de témoigner que derrière le pseudo M23 s'est cachée la présence de l'armée rwandaise. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter du résultat atteint et je voudrais que tous ensemble nous puissions nous applaudir et applaudir particulièrement cette initiative que nous avons prise. Parce que finalement, nous avons suivi le pouvoir de fait de M. Tshilombo sortir de ses silences et oser dire ouvertement que c'est le Rwanda qui est derrière cette guerre dont nos populations sont victimes. Ça, c'est une victoire de la pression que nous menons tous ensemble. La deuxième chose que je voudrais dire avant d'aborder les vifs de notre échange de ce soir, c'est de vous informer que samedi dernier, en date du 28 de ce mois, dans la localité de Beoumanyama, à province du Nord Kivu, territoire de Beni, c'est à l'ouest du chef-lieu de Beni, à Oicha, à 3 km de l'Ituri. Il s'est perpétré un massacre. Les personnes déjà enterrées, les corps déjà enterrés, s'élèvent à 42 civils massacrés, le samedi 28. 2 jours après, le lundi 30, 17 autres Congolais ont été massacrés dans la commune rurale de Boulongo, sur la route Beni-Kassindi, avec 4 gros camions de marque Actos incendiés, camions Fuso, des maisons incendiées dans la même localité. En 2 jours, 42 plus 17, ça fait 59, plus 6 autres personnes portées disparues. En mémoire de ces compatriotes et d'autres dont les corps ne sont pas encore retrouvés jusqu'ici, je voudrais que nous puissions nous lever et observer 1 minute de silence. Le président élu nous a proposé aujourd'hui d'orienter notre réflexion autour de l'historique de la guerre dont notre pays est victime. Depuis que le Rwanda et l'Ouganda nous mènent cette guerre, quels sont les raisons, les discours officiels évoqués autour de cette guerre? À quel degré ces raisons, ces motifs sont fondés ou non fondés? Que devons-nous faire pour y mettre fin? Nous allons essayer en quelque temps
de présenter des éléments d'information qui peuvent nous aider à comprendre la genèse de cette agression dont notre pays est victime. L'agression actuelle dont notre pays est victime et qui est finalement dénoncée par les Congolais de tous bords peut être qualifiée comme la 5e guerre du Rwanda contre notre pays. La 5e, c'est celle sous l'AFDEL à 1997. Le Rwanda a monté l'AFDEL, a fabriqué l'AFDEL. L'armée rwandaise est entrée sur le territoire national et portée dans les mallettes de l'AFDEL, Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir au Congo-Kinshasa en date du 17 mai 2017. Et à cette date, James 1997. Et à cette date, quelques jours après, il a nommé James Kabarebe comme chef d'état-major de FARDC. James Kabarebe, devenu par la suite ministre rwandais de la Défense, et aujourd'hui en charge des services de renseignement du Rwanda. Laurent Désiré Kabila va le nommer chef d'état-major général de FARDC en 1997. Pourquoi le Rwanda intervient en agression contre notre pays? Le discours officiel du Rwanda et de l'Ouganda, c'est que pour le Rwanda, la présence des réfugiés rwandais venus de leur pays en 1994 et qui étaient basés à Goma, à Bukavu, à Rutshuru, dans les différents territoires du Sud Kivu, la présence de ces réfugiés était une menace à la stabilité du Rwanda. Et pour le Rwanda, il fallait mettre fin à cette présence des réfugiés rwandais. Ces réfugiés rwandais, comment sont-ils arrivés sur notre territoire en 1994? Il vous souviendra qu'en 1959, il y a eu un renversement de pouvoir au Rwanda. En 1959, il y avait une monarchie, il y avait un roi appartenant à la communauté Tutsi. Et en 1961, la majorité appartenant à la communauté Hutu au Rwanda a pris le pouvoir. Et ceux qui appartenaient à la monarchie ont pris fuite et se sont réfugiés sur notre territoire congolais. Pour ceux qui connaissent Goma, une bonne partie des réfugiés ont fait longtemps dans le bâtiment appelé Kinyumba, qui est devenu par la suite le campus universitaire du lac. Ils ont fait longtemps dans ce bâtiment jusqu'à ce qu'ils soient intégrés pratiquement dans la communauté congolaise. D'autres ont été cantonnés dans des camps de réfugiés à territoire de Walikale. D'autres dans des camps de réfugiés au sud Kivu. D'autres se sont retrouvés dans des universités congolaises. Certains parmi vous qui ont étudié, peut-être de la génération de nos aînés, qui ont étudié à l'université de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kisangani, ont connu des acteurs actuels
dans la vie politique de notre pays, mais qui, en ce temps-là, étudiait sous le statut des réfugiés rwandais. La majorité Hutu qui avait donc pris le pouvoir à 61 au Rwanda va maintenir le pouvoir jusqu'à 1994. Mais pendant ce temps-là, en 1986, Museveni prend le pouvoir en Ouganda. Et dans sa rébellion se trouvent la plupart des acteurs, des fils et des filles membres de la monarchie qui avaient été chassés du pouvoir en 1959 au Rwanda. L'actuel président rwandais, Paul Kagame, était dans la rébellion de Museveni comme le chargé de renseignement et beaucoup d'autres. Sous le territoire ougandais, la rébellion de FPR va se préparer et partant de l'Ouganda va commencer les attaques et en 1994 l'avion portant l'ancien président du Rwanda, Habyarimana, avec le président burundais Melchior Ntadaye sera abattu en avril 1994. Ce sera la débandade dans les chefs du pouvoir rwandais. C'est le début des massacres à grande échelle, des génocides. Et en juillet 1994, j'étais à Goma, nous avons vu des cadavres surnager sur les lacs à provenance du Rwanda. Et nous avons vu tout un gouvernement. Toute la population du Rwanda s'est déversée sur notre territoire avec femmes, enfants, avec armes, avec tout le matériel, compte du gouvernement, tout sont entrés sur Goma, d'autres à Bukavu. C'était le début d'une catastrophe nationale. Ces réfugiés ont donc été là depuis juillet 1994 jusqu'à l'entrée de l'AFDEL. Les populations congolaises n'ont pas supporté la présence de ces réfugiés-là. Parce que, à la suite de leur présence, le parc national de Virunga a été systématiquement détruit. Ils ont coupé du bois, ils ont détruit les parcs, ils ont tué les animaux. Mais également, étant donné qu'ils sévissaient déjà dans la partie est de la RDC, des tensions intercommunautaires, à la suite de la problématique de la nationalité posée à la conférence nationale souveraine, ces réfugiés ont pris position à faveur de certains groupes à l'est de la RDC, mais également du fait qu'ils sont entrés avec leurs armes et qu'ils n'ont pas été désarmés. Eh bien, ces armes ont servi à entretenir une criminalité à grande échelle, au nord Kivu comme au sud Kivu. Des voix se sont levées pour exiger leur rapatriement au Rwanda. Mais contre toute attente, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, va lancer des propos révoltants, d'après lesquels le territoire congolais était assez vaste et que l'on pouvait envisager que ces réfugiés rwandais ne retournent plus dans leur pays d'origine, mais qu'on leur octroie la nationalité congolaise. Cela a suscité une série de manifestations, de protestations. Le gouvernement de la RDC de l'époque, en collaboration avec la société civile,
avec la Fédération des entreprises du Congo, du Nord Kivu, du Sud Kivu, ont pris des dispositions avec l'armée zaïroise de l'époque pour procéder au rapatriement forcé de ces réfugiés rwandais. À ce propos, je voudrais, si la technique est prête, que la technique nous laisse écouter le propos de l'ancien Premier ministre de l'époque, Kengo Adondo, sur la réaction de la communauté internationale et du Rwanda. Si la technique est prête, je vous invite à suivre le propos du Premier ministre Kengo Adondo à l'époque. Que tous les réfugiés devaient quitter les territoires de mon pays au plus tard le 31 décembre 1995 et que le président Mobutu me dit ce n'est pas comme ça, prend une position contraire et je reçois de la communauté internationale le secrétaire général des Nations Unies pour Ghana, le sous-secrétaire d'État américain George Moose, le directeur pour l'Afrique Rochero de la Sabrière, pour me dire écoutez, non, il faut suivre la voie du président, il ne faut pas vous opposer au président sur ces chapitres. Alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport pour aider les réfugiés. La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par 2 résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement des forces multinationales qui devaient constituer les couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité. Cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions, qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose, ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps de réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui. Le moment est arrivé. Nous avons suivi là un témoin vivant, le Premier ministre de l'époque. Nous remercions notre président qui nous a transmis cet élément. La communauté internationale s'est opposée à la décision du gouvernement de notre pays de rapatrier les réfugiés rwandais dans leur pays d'origine. Pour quelle raison? Je venais de vous dire tantôt les propos de Boutros Ghali. Alors, pendant qu'on s'oppose à la décision de notre pays de rapatrier les réfugiés rwandais, la présence de ces réfugiés va servir de prétexte à la guerre de l'AFDEL. C'est sous ces motifs que l'AFDEL va donc agresser notre pays et entrer sur notre territoire en 1996. Je me rappelle à cette époque, nous sommes en juin 1996, je militais dans la jeunesse de l'UDPS au Nord Kivu. Un au cadre de l'UDPS est venu de Kigali pour nous dire qu'ils avaient été contactés par le pouvoir de Kigali, qui leur avait informé qu'ils planifiaient
une opération militaire pour rapatrier les réfugiés. Et qu'il sollicitait la collaboration des Congolais pour qu'ils en profitent à vue de réaliser le changement de pouvoir dans leur pays. Et que ces 4 contactés ont répondu au pouvoir rwandais qu'ils étaient d'accord pour les aider à rapatrier les réfugiés, mais que l'intervention du Rwanda devait se limiter au rapatriement de ces réfugiés-là, sans interférer dans les affaires de politique intérieure de la RDC. Et que le pouvoir de Kigali a refusé. Et il revenait pour dire, il a compris que derrière la question des réfugiés se préparait autre chose. C'est donc sous ce prétexte que Laurent Désiré Kabila a été amené, disais-je, dans le mallette de l'AFDEL jusqu'au pouvoir à Kinshasa. Très rapidement, il s'est rendu compte que la présence des militaires rwandais, des militaires ougandais était insupportable. À 98, mois de juillet, il a donc décidé de rompre avec eux, décidé que le militaire rwandais ougandais retourne dans leur pays. Bien entendu, avant d'en arriver là, il avait déjà eu des difficultés pour appliquer de multiples accords secrets qu'il avait signés avec ce pays-là et avec des multinationales, des accords secrets de partage des ressources naturelles de notre pays, des accords qui étaient conclus avant même qu'il n'ait pris le pouvoir. Il s'est retrouvé dans l'impossibilité de les honorer. Et donc lorsqu'il décide, afin de rompre avec ceux-là qui l'ont amené au pouvoir, le Rwanda et l'Ouganda décident de lancer la deuxième guerre d'agression contre notre pays. C'est la guerre qui a été déclenchée le 2 août 98, à partir de Goma. Ce que j'appelle la deuxième guerre. Vous êtes, dans la plupart, du moins la génération des aînés, notre génération, a vécu les affres de cette guerre. Comment ils ont coupé l'électricité à partir du barrage de Tinga, comment des enfants sont morts dans les hôpitaux ici à Kinshasa, comment la population congolaise, principalement à Kinshasa, a résisté contre leur présence ici, jusqu'à ce qu'ils se sont repliés dans la partie est de notre pays depuis 98, donc. Ils ont perpétré beaucoup de massacres dont la plupart sont documentés dans les rapports mapping portés par notre prix Nobel Denis Mukwege. Le massacre de Makobola, le massacre de Kasika au Sud Kivu, le massacre de Kikiok Tembo. Il y a eu jusqu'à 2003 à la réunification au moins 617 massacres documentés. Sans oublier le massacre de Kisangani de 2002. Grâce à la pression venue de toutes parts, en vue de la réunification du territoire national, à San City, un accord de paix, l'accord global a été conclu. Et à la suite de cet accord, le 30 juin 2003, le gouvernement de transition a été mis en place sous la formule de 1+4. Au mois de septembre 2003, un état-major général intégré a été mis en place à Kinshasa en vue de la création d'une seule armée qui devait intégrer les différentes armées des rébellions. Bref,
le processus de réunification du territoire national a été lancé sur le rail. Et les institutions nationales ont commencé leur fonctionnement au siège de ces institutions. Je ne voudrais plus revenir sur le contexte que vous avez vécu, mieux vécu que moi, où en 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné par ceux-là qui l'avaient mis au pouvoir. Joseph Kabila prend le pouvoir et une semaine après, il a une rencontre surprise avec Kagame qui venait, dont l'implication dans l'assassinat de Laurent n'était pas à démontrer. Quelques temps après, on va assister à un certain réchauffement des relations entre les deux pays, bref, jusqu'à la réunification. Donc, 93 septembre 2003, réunification de l'état-major général. Malheureusement, curieusement, au même moment que les institutions nationales de réunification sont mises en place, le Rwanda planifie déjà la troisième guerre contre le Congo. Comment cette troisième guerre est planifiée? Kunda Batware, qui était un ancien militaire rwandais, acteur dans le RCD, il va refuser de venir à Kinshasa pour intégrer l'armée nationale et il va se réfugier dans le maquis du Massissi au nord Kivu. Il va commencer le CNDP et le CNDP lance la troisième guerre d'agression le 2 juin 2004 par la prise de la ville de Bukavu. La prise de Bukavu est une résistance, une hostilité à la réunification de l'armée nationale parce que le général Nabiolwa, qui venait d'être nommé dans cette ville, a voulu commencer à démanteler les caches d'armes que les anciens officiers devaient faire de se garder dans leur résidence. Celui qui était son adjoint Mutebutsi va s'y opposer et va lancer une rébellion contre lui. Le Rwanda va revenir à renfort contre notre armée. Nabiolwa va s'échapper de justesse. Le général Mbunja Mabé sera nommé à la tête de la région militaire du Sud Kivu, à Bukavu, à remplacement de Nabiolwa. Et c'est sous la présence de Mbunja Mabé que Mutebutsi va revenir du Rwanda et Kunda Batware va venir de Massissi au nord Kivu. Les deux forces vont faire jonction pour prendre la ville de Bukavu le 2 juin 2004. C'est grâce à votre pression. Vous vous êtes élevés comme un seul homme. Les étudiants sont descendus du campus de Kinshasa, toute la population quinoise. Et à la suite de la mobilisation à Kinshasa, Matadi, Lubumbashi, Kisangani, Bukavu, toutes les provinces se sont levées pour dire non à cette agression. La communauté internationale a exercé des pressions sur le Rwanda, qui a ordonné, qui a retiré ses troupes, qui a ordonné à Mutebutsi et à Kunda de se retirer de Bukavu. Mais laissant derrière eux un bilan extrêmement lourd, des femmes violées, des boutiques pillées, les marchés de Kadutu incendiés, un désastre humanitaire grave. Jusqu'à ce jour, justice n'a jamais été rendue. Kunda va donc se retirer à nouveau dans le Massissi pour poursuivre la guerre sous le CNDP. 2004, 2005, d'autres tentatives vers le Grand Nord, Lubero, Butembo. 2006, quelques jours avant les élections, il a pris la localité de Saki à 27 km de Goma. C'est grâce à l'intervention des troupes onisiennes qu'on a arrêté son avancée sur Goma.
2006 donc va s'achever, les élections vont se dérouler telles que vous les avez connues. 2007, il va poursuivre sa rébellion. Les FARDC vont se réorganiser pour lancer une offensive contre le CNTP. Le 15 octobre, un ultimatum est lancé contre le CNDP, c'est Kabila qui les lance pour 15 jours. Mais dépassé l'ultimatum terminé, les FARDC ont passé à l'attaque, ils ont repris une localité symbolique appelée Mouchaki, c'est à l'ouest de Goma, le 5 décembre. Mais l'armée rwandaise est entrée massivement, venant par le lac Kivu. Et le 10 décembre, Mouchaki a été repris, témoin de FARDC, une défaite inimaginable. Les documents que j'ai lus parlent de pas moins de 2000 militaires tués par l'armée rwandaise, militaires congolais, lors de cette attaque. C'est à la suite de cette agression anti-rwandaise de 2007 que Kabila va décider de la convocation de la fameuse conférence de paix, conférence de Goma de 2008. Mais certains militaires étaient mécontents, qui dénonçaient la complicité du pouvoir à place à Kinshasa, qui disaient, des officiers qui dénonçaient le fait que à chaque fois qu'ils étaient sur le point d'en découdre avec Kunda, de mettre la main sur lui, ils recevaient des ordres venant de Kinshasa pour leur demander de reculer, de se retirer de la ligne de front. Bref, la complicité du pouvoir à place a été pour beaucoup dans cette défaite afin de justifier ces fameux dialogues de Goma avec le CNDP. La conférence de Goma va donc commencer en janvier 2008. À l'issue de cette conférence, les groupes armés vont signer ce que l'on a appelé les actes d'engagement de Goma. On va lancer ce que l'on a appelé le programme Amani Léo, et Bosco Ntaganda sera désigné commandant chargé des opérations Amani Léo, du programme Amani Léo. Mais au mois d'août, le CNDP va se retirer du programme Amani Léo et reprendre la guerre. Soutenus, aidés par le Rwanda, ils vont prendre le camp militaire de Rumangabo le 26 octobre 2008. À la suite de la chute de ce camp, nous avons appris que Kabila est parti précipitamment à Kigali et ils ont signé des accords qui sont restés secrets jusqu'à ce jour. Quel est le contenu de ces accords? Comme je le disais, ils sont restés secrets. Mais à la suite de ces accords, nous avons suivi en décembre 2008 que l'armée rwandaise avait été autorisée à intervenir sur le sol congolais au motif que cette armée devait venir traquer les FDLR sous ce qu'ils ont appelé l'opération Umoja Wetu. Et à la suite de cet accord secret, il semble que Kabila aurait demandé simplement que le Rwanda mette de côté Kunda Batware, et il a été remplacé donc par Bosco Ntaganda. Nous avons suivi le 16 janvier 2009 Raymond Chibanda conclure donc se réunir avec les officiers rwandais à Goma. Bosco Ntaganda a pris donc la commande du CNTP. Kunda Batware, on a dit qu'il devait être extradé pour être jugé parce qu'il était aussi impliqué dans le massacre de Kisangani. Jusqu'à ce jour, il n'a jamais été extradé. Il est libre au Rwanda. Il a présenté ses pièces qu'il était citoyen rwandais, qu'il avait servi dans l'armée rwandaise. Et le Rwanda a dit qu'il ne pouvait pas extrader
son compatriote. Donc, cet accord secret de novembre 2008 va engendrer les opérations, les fameuses opérations Umoja-Wetu. L'armée rwandaise va se déployer sur les sols congolais au nord Kivu. Mais également, à la suite de cet accord secret de Kabila et Kagame, le 23 mars 2009, sera signé le fameux accord du 23 mars entre le gouvernement de Kabila et le CNTP. Parmi les articles dangereux de cet accord, que vous pouvez les trouver dans les réseaux sociaux, un des articles de cet accord, au P12.7, dit ce qui suit. Le gouvernement s'engage à prendre en charge les blessés de guerre, orphelins et veuves des ex-éléments CNDP dont la liste sera produite par le CNDP. Les partis conviennent de la reconnaissance formelle des grades des ex-éléments CNDP, aussi bien dans la police nationale congolaise que dans les FARDC. Cette question sera administrativement réglée de manière globale dans le cadre des OG et les actes réglementaires y afférents seront pris. Les efforts pour une logistique efficace au profit des unités sur le terrain seront renforcés. Ils ont donc convenu d'intégrer les éléments du CNDP, auteurs de crimes depuis le RCD, auteurs de crimes à Bukavu et d'autres crimes qu'ils ont perpétrés. Il y a ce qu'on a appelé le massacre de Kiwanja. Plusieurs massacres. Non seulement on leur accorde l'amnistie, mais également les éléments CNTP seront intégrés dans la police et dans l'armée. Document intéressant dans l'ouvrage du père Minani, où l'on retrouve que le CNDP a présenté les noms de 6263 éléments qui ont été présentés, intégrés dans les FARDC, 6263, et le nombre de 1885 intégrés dans la police. Le total vous donne 8148 éléments intégrés dans nos forces de défense et de sécurité. 8148. Selon toujours les recherches que vous retrouvez dans cet ouvrage intéressant du père Rigobert, avec cette intégration, le CNDP a occupé 43% des fonctions de commandement dans les régiments, les bataillons déployés au nord Kivu. Sur 47 officiers qui commandent les troupes, 87, les M23, les CNDP en avaient donc 43%. Vous pouvez les trouver dans le livre. 43%. Et pour le Sud Kivu, au Nord Kivu, 87 fonctions de commandement. Ils ont mal photocopié mon document. Sur 87 fonctions de commandement des secteurs et régiments, les officiers ici du CNDP en occupent 37. Donc sur 87, ils occupent 37. Ce qui représente 43% sur l'ensemble. Alors au Sud Kivu, sur 54 fonctions de commandement, sur 54 fonctions de commandement des secteurs et régiments, les officiers ici du CNDP en occupent 21 sur 54. Ce qui représente 39% de l'ensemble. C'est le résultat, l'un des résultats
du fameux accord du 23 mars 2009, signé à la suite de l'accord secret Kabila-Kagame en 2008, après la prise du camp militaire de Bukavu par l'armée rwandaise. Au même moment que ces 8148 éléments du CNTP sont intégrés dans notre armée et on leur donne une clause qui dispose que pour leur sécurité, ils ne sont autorisés qu'à rester sur la partie est de notre pays, c'est-à-dire de Fizi jusqu'à Nituri. Ils ne peuvent pas être déployés à l'Équateur, à Bandundu, à Kananga, ils ne peuvent rester qu'à l'est. Au même moment que ces 8148 éléments sont intégrés, sous l'opération Mojawetu, l'armée rwandaise entre aussi officiellement. Il y a une cérémonie, un spectacle pour annoncer que l'armée rwandaise rentrait de notre territoire vers le Rwanda, mais c'est en août 2012, lorsque la 4e guerre venait de commencer, que un bataillon de l'armée rwandaise sort du territoire de Rutshuru et annonce qu'il était resté là depuis 2009, donc jusqu'à 2012, à l'insu de l'opinion publique congolaise, certainement que le pouvoir de Kabila en savait quelque chose. Donc, la 3e guerre va commencer, disais-je, le 2 juin 2004, et pour être délimité à l'accord du 23 mars 2009. Et les éléments seront donc intégrés dans la police et dans l'armée. Ce sont ces régiments que vous retrouvez pour la plupart à Beni. Les régiments sous le commandement du fameux colonel Bissambaza, qui a été nommé commandant régiment à la suite de cette intégration, est déployé à Beni. Des colonels Tito Bizuru, des colonels Biamungu, cités dans les rapports mapping pour le massacre de Kisangani. Il va se retrouver commandant du 8e régiment qui a commencé le massacre de Tengadi à Beni. Le régiment du colonel Thomas Mourenzi, vous allez retrouver son nom ici. Dans cette intégration, il reçoit le commandement des bataillons, qui a été cité comme ayant été à la base de l'assassinat du colonel Mamadou Ndala. Tous ces régiments-là donc seront déployés à Beni pour la plupart et à Nituri au nom de l'accord du 23 mars 2009. Pendant ce temps-là, comme je le disais la fois dernière, alors que les bataillons congolais formés à Kindu et formés par d'autres dans le cadre de la coopération avec la Belgique, avec les États-Unis, venaient de faire d'abattre un travail extraordinaire en 2012 en mettant à déroute les M23, je vais revenir, et la rébellion des ADF en avril 2004. Ces bataillons seront donc démantelés, retirés de Beni, retirés de l'Est de la RTC pour laisser place au seul régiment issu du CNTP. Et plus grave, non seulement le général Baouma va mourir dans des conditions, dans des circonstances floues en Ouganda. Après sa mort, c'est Mundos qui va prendre le commandement des opérations. Et contrairement au système qui existait avant, où Baouma, il était à la fois commandant de la région militaire du Nord Kivu et commandant des opérations à Beni comme à Rutshuru contre les M23, Kabila va changer de système. Mundos est nommé commandant secteur. En même temps, à Goma, on nomme un commandant zone de défense.
et un troisième général devient commandant région. C'est la cacophonie dans le commandement. Donc, non seulement les bataillons vaillants congolais sont retirés, non seulement Baouma est tué, mais également la chaîne des commandements est perturbée intentionnellement. Et c'est alors que le massacre va commencer. Baouma est tué le 31 août. La chaîne des commandements est perturbée à sa suite, au mois de septembre. Et le massacre commence l'été octobre 2014. Alors, la quatrième guerre, je disais que pour moi, celle que nous vivons ici, c'est la cinquième. La quatrième guerre commence le 1er avril 2012 avec la création du fameux M23. 2012, il commence en territoire de Massissi, rapidement il se déploie en territoire de Rutshuru, et le 20 novembre 2012, ils prennent le contrôle de Goma, qu'ils vont contrôler pendant 2 semaines, je pense. Ils vont piller tes véhicules, ils vont dévaliser tes maisons, ils vont tuer. Ils vont piller tes biens publics. Sous un simulacre de dialogue entre Kabila et Museveni, il leur sera demandé de se retirer de 15 km. Ils vont s'installer au nord de Goma, à un endroit appelé Kibati. Alors, c'est grâce à votre pression de Goma, les opérateurs économiques, les élèves ont refusé de réouvrir les écoles, de réouvrir les boutiques, les banques, 2 semaines d'hiver. Mais également, les forces acquises au changement à Kinshasa, l'Église, la société civile ont fait preuve d'une mobilisation grandiose pour dénoncer cette agression. La diaspora. Parce que dans l'entretemps, les experts des Nations Unies ont produit un rapport dans lequel ils ont démontré comment le Rwanda a organisé des réunions pour recruter les cadres de cette rébellion. Comment l'armée rwandaise a donné du matériel et des officiers rwandais se sont retrouvés sur la ligne de front. Que des FDLR rapatriés par la MONUSCO au Rwanda sont capturés sur la ligne de front. Le Rwanda les recycle pour les renvoyer dans les rangs de cette fameuse rébellion du M23. Donc, grâce à la pression, il sera donc demandé au M23 de se retirer de 15 km. Mais l'opinion publique congolaise va s'opposer à tout dialogue parce que c'était une guerre de trop, une agression de trop. L'opinion va réclamer à tout prix qu'on finisse avec le M23. Et c'est ainsi que les FARDC, avec l'appui de la brigade d'intervention de la MONUSCO, va lancer des offensives avec un appui significatif de la population de Nyiragongo, de Goma. Par la grâce de Dieu, un miracle va se produire à Kibumba. Le M23 va se diviser en 2 groupes, le groupe Bosco Taganda et le groupe Makenga. Un ami de la MONUSCO qui est arrivé sur le terrain raconte qu'ils se sont entretués et que pas moins de 700 éléments sont morts d'une guerre interne entre eux. Et il disait que, au-delà des efforts des militaires congolais, lui a vu un miracle de Dieu en réponse à vos prières. Donc, l'M23 va connaître une déchirure interne. Bosco Taganda va se rendre à l'ambassade des États-Unis à Kigali. Et là, il sera envoyé à la Cour pénale internationale. Et celui qui a été nommé général
de tous ces régiments-là, de toutes les opérations à Maniléo, à la suite de ce fameux accord du 23 mars, lorsqu'on lui demande son identité à La Haye, il répond à Kinyarwanda, il dit « Ndumunyarwanda, je suis citoyen rwandais ». Et on lui pose la question « Mais tu vas plaider dans quelle langue ?» Il dit « à Kinyarwanda ». Et il ne sera pas le seul officier auquel, parmi tous ces officiers intégrés, il n'est pas le seul Rwandais qui a été intégré. Ils sont nombreux. Vous vous souvenez que sous la pression de l'opinion publique, le pouvoir de Kabila avait fini par publier une liste de 153 officiers du M23 que le pouvoir dénonçait être de Rwandais. Alors donc, les FARDC vont lancer l'offensive et le 5 décembre 2013 sera la grande victoire de la prise de la montagne de Tchanzu qui leur servait de quartier général, et ceux qui ont visité, disais-je, la quantité d'armes contenues sur cette montagne ont avoué que la guerre d'agression n'avait pas pour seul but de prendre Goma, que l'objectif était plus grand, lequel Steve Hedge, le chef de cette équipe, de ces enquêteurs onisiens, a écrit un document adressé au président du Conseil de sécurité des Nations Unies, que d'après lui, la question des FDLR n'était qu'un prétexte. On pouvait bien accepter que les FDLR constituaient une menace contre le Rwanda en 1997, mais que 10 ans après, 15 ans après qu'ils aient été combattus longuement, que la fameuse opération Umoja-Wetu les ait pourchassés, que le Rwanda les ait pourchassés sous le RCD, sous le CNTP. D'ailleurs, à la fin des opérations Umoja-Wetu, l'armée rwandaise disait que les FDLR ne restaient qu'entre 300 et 600 éléments affaiblis. Steve Hedge disait donc que la menace FDLR ne pouvait plus justifier l'agression de notre pays par le Rwanda, qu'il fallait chercher le motif ailleurs. Le motif serait lequel? L'une des hypothèses, c'est l'exploitation des ressources naturelles. Mais est-ce que cette raison est suffisante? D'autant plus que le Rwanda était déjà présent sous Kabila dans les institutions et ils avaient beaucoup d'avantages économiques avec notre pays. Pour Steve Hedge, à l'issue de ses entretiens avec certains officiers de renseignement rwandais, il a conclu que la seule raison qui justifie ces guerres à répétition du Rwanda contre notre pays, c'était l'ambition de créer ce qu'ils appellent la République fédérale autonome de l'Est de la RDC. Et un officier de renseignement lui disait que Goma devait être considéré par rapport à Kinshasa avec le même statut que Juba avait vis-à-vis de Khartoum au Soudan. Et que c'était l'argument, pour lui, la raison qui justifie ces interventions, ces guerres à répétition, qui procèdent à un plan de balkanisation, comme le président élu l'a toujours dénoncé. Donc, la 4e guerre commence le 1er avril 2012 pour s'achever avec la signature de ce qu'ils ont appelé la déclaration de Nairobi. La déclaration de Nairobi du 12 décembre 2013. Dans cette déclaration, le gouvernement congolais octroie à nouveau, reconnaît l'amnistie à ces gens de M23. On leur a accordé l'amnistie en 2009. On leur avait déjà accordé l'amnistie à la suite de l'accord de Sun City. On leur accorde à nouveau l'amnistie en 2009
À nouveau, on leur accorde l'amnistie en 2013. Donc, impunité totale. Depuis l'AFDEL jusqu'à ce jour, ils sont couverts par des accords d'amnistie. Dans cette même déclaration de Nairobi, on les reconnaît le droit que les éléments du M23 seront réintégrés dans nos forces de sécurité et de défense. Donc, 2013, la 4e commence pour moi le 8 novembre, la 5e, le 8 novembre 2021. 8 novembre 2021, sous le label M23, à moins de 100 mètres de la frontière avec le Rwanda, dans le territoire de Rutshuru, l'M23, le Rwanda, lance la première attaque contre l'armée congolaise. Jusqu'au 28 mars 2022, 4 incursions avaient déjà été dénombrées à Rutshuru, dans lesquelles nombreux de nos militaires sont tombés, des populations jetées sur la rue, jusqu'à la semaine dernière où des élèves du territoire de Nyiragongo, de Rutshuru, ont été empêchés de participer à l'épreuve des examens d'État. Sous cette 5e guerre, l'armée congolaise avait publié un communiqué au mois de février, dans lequel l'armée, le porte-parole de FARDC, disait qu'ils avaient capturé 2 militaires rwandais. Et dans le communiqué, l'armée donne leur numéro matricule, avec leurs unités. Par la suite de ce communiqué, Tshilombo a été pris de panique et Mouyaya a été le premier à contredire le porte-parole de notre propre armée pour dire que le Rwanda n'y était pour rien. Quelque temps après, je crois le 12 mai, au cours d'un séminaire sur l'éthique à l'intention des officiers supérieurs de FARDC, Tshilombo va prendre la parole et dire qu'il est informé que des officiers FARDC font des combines avec des groupes armés, Maïma et autres, en vue d'attaquer les M23 et qu'il mettait ses officiers en garde, qu'il désapprouvait, il dénonçait ces combines-là. Le M23 a salué ce message et dans tous ces communiqués, même le dernier communiqué que le M23 a signé, j'ai leur dernier communiqué du 29 mai, il se réfère aux propos de M. Félix, où ils disent que au cours de la rencontre, les mêmes délégués nous avions informés, je m'excuse, je ne les trouve pas là rapidement, oui, des réunions tenues par les officiers FARDC des commandants des groupes armés locaux et étrangers pour préparer les attaques contre les M23. Ces faits ont été reconnus par Tshisekedi lors du séminaire sur l'éthique en cette FARDC tenu à Kinshasa le 12 mai dernier. Celui qui leur donne des arguments qui deviennent les relais de leur dénonciation. À part ces faits, les FARDC ont présenté des tenues de l'armée rwandaise, mais également des munitions, des armes obtenues autour des éléments qui ont été neutralisés pour guise de preuve de l'agression rwandaise. Et tout dernièrement, les populations du village Biruma, c'est sur la route de Goma-Rutshuru, ont attrapé 2 militaires rwandais avec leurs armes et ils les ont remis au FARDC. Le porte-parole de FARDC
a fait une communication à l'occasion de laquelle il a présenté ces 2 militaires. Bref, la présence du Rwanda est incontestable. Il s'agit de la 5e agression du Rwanda contre notre pays. Comme je l'ai dit tantôt, le motif contre les FDLR, cet argument ne tient pas. Le Rwanda a un objectif, celui d'agir de manière soft pour infiltrer davantage d'éléments au sein de nos forces de sécurité et de défense. De cette manière, il peut se rassurer d'avoir le contrôle de la partie est de notre pays, de Fizi jusqu'à l'Ituri. Quelle est l'issue probable? Nous apprenons que ce soir, il y aura réunion du Conseil de sécurité autour de la question. Nous apprenons que Macky Sall a parlé à Kagame, il a parlé à Tshilombo, que Tshilombo et Kagame se sont parlé sur le téléphone. Nous avons suivi Mouyaya qui dit qu'ils ne sont pas opposés à un dialogue. Donc il n'est pas surprenant que malgré le fait que le pouvoir ait récupéré toutes les dénonciations que nous avons faites de l'agression, de caractère terrorisme du M23, il n'est pas surprenant que demain ou après-demain, nous apprenions que le pouvoir de Tshilombo ait signé à nouveau un accord avec le M23. D'autant plus que il avait déjà signé des accords en 2019. J'ai amené une copie de la lettre signée par M. Ibalangi du 20 novembre 2019 qu'il adressait à l'auditeur général. Il dit ceci: Monsieur l'auditeur général, j'ai l'honneur par la présente de vous approcher à vue de porter à votre connaissance que le 28 octobre 2019, une délégation de la République démocratique du Congo et les leaders de l'ex-mouvement du 23 mars, cantonnés dans différents cas sur le territoire rwandais, ont été invités par la République du Rwanda à titre de facilitateur à prendre part aux discussions relatives au rapatriement volontaire des ex-combattants du dit mouvement. À ce sujet, je tiens à relever que lors de la rencontre du 28 octobre sus-évoquée, les partis ont convenu de l'élaboration d'une feuille de route pour assurer avec succès le dit rapatriement. Il y a lieu de préciser que les partis devraient respectivement mettre en œuvre les termes de la feuille de route énoncée, élaborée à l'issue de pourparlers qui avaient eu lieu à Kigali les 11 et 12 juillet 2019. Les points essentiels contenus dans cette feuille de route portent sur l'amnistie ainsi que l'intégration militaire et politique des membres de l'ex-mouvement du 23 mars. C'est dans cette optique que la justice militaire de la RDC a donné un avis favorable à la demande de retrait des mandats d'arrêt émis à l'encontre des leaders de ce mouvement. Il appelle à ce sujet de mentionner qu'il a été recommandé à la même occasion au mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, dont je suis le coordonnateur, de vous saisir au fait de retrait effectif des 10 mandats dans le souci de préserver la paix. Pour tout fait utile, je vous transmets en annexe les rapports des échanges entre la délégation de la RDC et les leaders de l'ex-M23 sur le rapatriement volontaire, ainsi que la feuille de route conjointe des activités relatives au rapatriement des ex-combattants M23 présents en République du Rwanda. Veuillez agréer, monsieur l'auditeur, les coordonnateurs Ibalangi et Colomba Claude. Ça, c'est sous Kabila.
Sous Tshisekedi, je m'excuse. Et le M23, dans son dernier communiqué, a donné quelques indications de ce qu'ils ont convenu, en disant qu'ils ont convenu sur le plan militaire, par exemple, le M23 met à la disposition du gouvernement de la République tous ces militaires. Ils ont convenu de la constitution d'une force spéciale de dissuasion. Il s'agissait d'une brigade spéciale d'intervention rapide avec capacité de projection immédiate à 2 composantes, 2 bataillons issus du M23 et 2 autres issus tellement aguerris des FARDC ayant appartenu au MLC de Jean-Pierre Bemba et celle du général Faustin Mounene. Bon, que ces éléments devraient être cantonnés à Mouesso dans le Massissi. C'est l'M23 qui a réagi dans son dernier communiqué du 29 mars en réaction à ce que le pouvoir les a qualifiés de terroristes. Donc, je voudrais terminer en disant, nous avons le devoir d'être vigilants. D'être vigilants et d'accentuer la pression sur le pouvoir de Tshilombo. Sans quoi, à la suite de toutes ces pressions, tous ces appels qui reçoivent de l'Union africaine, du Conseil de sécurité des Nations Unies, il sera amené, pour la sauvegarde de son pouvoir, de signer à nouveau un accord compromettant dans le sens d'intégrer ces éléments dans notre armée, dans nos services de sécurité, parce que je m'imagine que le Rwanda peut bien comprendre que depuis 2009, les éléments infiltrés diminuent et qu'il faille renforcer l'infiltration à travers une nouvelle intégration des fameux M23. Il nous revient d'accentuer la pression pour que cela ne se fasse pas. Mais en même temps, accentuer la pression pour que finalement ces éléments CNDP, ces éléments rwandais, cachés au sein de FARDC et qui perpétuent des massacres à Beni et à Ituri, qu'ils soient indexés. Parce que une avancée par rapport à la guerre du M23 actuelle, au moins, nous avons parlé le même langage pour pointer du doigt l'ennemi. Mais pour les tueries de Beni, depuis 2014 jusqu'à ce jour, le pouvoir nous embrouille. On parle des MTM, on parle de présumés ADF. On sème la cacophonie. On dit que ce sont les fils d'Igwe qui s'entretuent. Alors que, à l'issue de l'enquête menée par le Bureau conjoint des Nations Unies, le rapport de mars 2015, les régiments impliqués dans le massacre ont été nommément identifiés. Dans le rapport du groupe d'études sur le Congo du mois de mai 2016, les régiments issus du CNDP ont été clairement identifiés comme auteurs de massacre. Mais le pouvoir entretient délibérément le flou. Si un effort est fait pour les pointer du doigt nommément, je pense que ce serait une avancée pour que finalement la solution puisse être trouvée et que la paix revienne. Vigilant. C'est un appel qui fait au peuple Congo, ce qui est conforme à la volonté de Dieu, quand Dieu dit dans Ésaïe 62, il dit ceci: pour l'amour de Sion, pour l'amour de la RDC, je ne me tairai point. Et ça continue, il dit, pour l'amour de Jérusalem, pour l'amour de la RDC, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Et Dieu dit dans 17, il dit, j'ai donné à durer du temps et de la terre. C'est Dieu qui l'a dit. Et il atterrit, Dieu dit ceci aussi dans Genèse 2, 15.
garder et cultiver. Garder, ça veut dire sécuriser la terre. La terre est sacrée. Et Lumumba disait, le Congo est grand, exige la grandeur à l'homme congolais. Mais il y a un conflit encore aujourd'hui. Le Congo est grand, l'homme congolais est encore petit. Et dans la mentalité de l'esclave, alors que la grandeur exige la mentalité du prince. Des hommes qui ont un idéal, qui ont le sens de la cause collective, des hommes qui ont un sens de responsabilité élevé, des hommes qui ont une intelligence renouvelée. Et Kimbangu Ateri, il dit ceci, le changement viendra quand l'homme aura atteint la maturité. Nous tendons vers la maturité. Pour que l'homme atteigne la maturité, il faut qu'il y ait des enseignants. Jean-Baptiste, c'était un enseignant qui a précédé Jésus-Christ pour déblayer les terrains. L'heure est favorable pour que nous ayons plus d'enseignants pour amener le peuple vers son grand changement. Nous tendons vers ces changements. Parce que le pouvoir en place est en train de désamorcer la bombe. Parce qu'il sent que le peuple est en train de prendre son destin en main. Donc l'heure est grave. Ils vont prendre les décisions pour désamorcer la tension. Voilà mon intervention. Dans le bateau Bunda, et continuer car on a proposé beaucoup. Donc on a caparuandé nyos. Oh, on a habitué à danger. Ce qui est aussi qui va manquer, on a landaki lobby que bazo kota tina kati ya présidence. To yebite l'air musu baza déjà. Alors biso pe tout élément to benga na bango kaka. Pour yebisa bana Israël, bon kende bon benga na batu wana bino bozwa possession. Mboka eza mboka na biso. À l'honorable, que moi personnellement je suis persuadé par rapport à l'exposé. Je viens par rapport à sa conclusion, il a parlé de la vigilance. Mais la question revient sur l'infiltration. L'infiltration, il est clair. Il a précisé même et dit que non, dans la police nationale, dans FARDC, il y a eu quand même 8148 éléments infiltrés. Mais je voulais savoir de plus. Ce n'est que la police. Est-ce dans l'administration publique, dans les entreprises publiques, dans les établissements publics ou privés, est-ce que vous n'avez pas des informations selon vos recherches? Là, il n'y a pas de précision. Pourquoi pas ça? Dès lors nous avons de précisions, ça va nous pousser tous d'être vigilants. Alors on saura les bien fondés. Nous sommes que du côté de la police, nous sommes que du côté FARDC, nous sommes que dans l'administration publique, nous sommes dans les entreprises publiques, nous sommes dans les entreprises privées ou comment? Puisque ça ne va pas. Ça fait mal si on est en train de suivre. Voilà ma préoccupation. Je ne sais pas comment l'honorable va nous raconter. Je dis. Honorable Kassekwa, je vous remercie pour cette initiative. Nous sommes dans un combat, mais à vous entendre parler, suivant l'historique, nous avons tous compris que cette affaire de balkanisation remonte de longue date. Nous avons suivi religieusement, nous avons suivi les témoignages, nous avons suivi le Premier ministre Kengo. Il est intervenu, il a reçu des ordres lorsqu'il avait une orientation pour que le pays, notre pays, puisse aller vers la bonne direction. Nous venons de suivre notre ambassadeur Gata, qui était à l'ONU. Aujourd'hui, les idées, sous la houlette de son président Martin Fayulu, que je remercie, je félicite, cette initiative est plus lancée à Kinshasa. Nous parlons en français. Mais je suppose que ce n'est pas tout. Moi j'ai une proposition, on peut traduire cet historique dans toutes nos 4 langues nationales.
Faisons de cette affaire notre combat, parce qu'aujourd'hui, si le Rwanda est écouté ailleurs, le Rwanda brandit toujours l'affaire génocide. Et aujourd'hui, le Rwanda est écouté dans tout ce qu'il demande. Nous souhaiterions que nous puissions traduire pour que dans toutes les provinces, dans nos sièges de l'ECD, qu'on puisse déposer votre historique, que nous puissions aussi nous organiser par trimestre, par mois, ceux qui sont en train de gérer nos provinces puissent aussi relayer dans nos langues nationales. Pourquoi? Je suis persuadé, si le CID continue dans cette ligne, le CID va gagner et notre président sera consulté par ceux-là qui sont en train d'instrumentaliser et ça sera déjà un combat gagné parce qu'ils seront obligés de faire avec les CID. Donc pour moi c'est la recommandation, traduisons dans notre langue nationale parce que nous devons vulgariser. C'est ça votre recommandation. Ça ne doit pas s'arrêter en français. On doit vulgariser. Que tout le monde puisse en être informé, même à l'extérieur. Parce que le combat, c'est en interne et à l'externe. Ils ont leurs représentants. Ils seront convaincus que cette affaire... Les choix de notre parti, c'est pour la dignité du peuple congolais. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Nous avons suivi, nous tous ici, les gens qui sèment l'intérêt de notre pays. Parce que demain, nous, SID, nous allons gérer les pays. Alors, si nous ne prenons pas de bonnes décisions pour ces pays, il n'y a aucune personne qui va prendre à notre place. Nous n'avons pas choisi d'être Congolais. C'est Dieu qui a prévu, moins encore les Rwandais, sinon voisins, qui vont rester éternellement. C'est la communauté internationale, président, qui ne veut pas que dans notre pays, qu'il y ait la paix. Vous avez suivi l'ambassadeur congolais à l'époque, et l'ancien Premier ministre, en plus il est en vie. Ce sont ces gens-là qui ne veulent pas qu'au Congo qu'il y ait la paix. Alors, demain, nous allons diriger les pays. Quelles sont les alternatives que nous allons prendre pour que, enfin, les Congolais qui soient respectés? Et ailleurs, on regarde, on nous tue comme des chiens. Nous ne savons pas. Les gens qui vivent actuels ne prennent pas de bonnes décisions pour l'intérêt supérieur de notre peuple. Alors demain nous allons dire les pays, nous savons les coupables, c'est clair. C'est la communauté internationale qui ne fait pas dans notre pays qui est la paix. J'ai dit. Je vais marcher avec mes concitoyens et soyons nombreux. Démontrons que nous aimons notre pays. Nous allons échanger et voir comment nous entraider pour y donner une suite favorable. Je veux relayer ici pour certaines réponses. Merci. Alors, je voudrais apporter un élément de réponse à la question qui a été posée au sujet de l'infiltration. Nous en avons parlé relativement à l'armée, à la police. Qu'en est-il dans l'administration, dans les entreprises? Mais l'infiltration est au-delà. Je ne sais pas s'il faut l'appeler l'infiltration. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas au niveau ça ne commence pas au niveau des entreprises. N'ayons pas la mémoire courte, nous l'avons rappelé ici. Chilombo pour être à la tête des institutions. C'est venu tout. Donc on peut bien voir, pour moi, l'infiltration, la trahison des fils congolais est plus nocive que même l'infiltration par des éléments étrangers connus.
Donc au-delà même des entreprises publiques, le Rwanda nous contrôle aujourd'hui, à commencer par la présidente de la République, la première institution du pays. Et lorsque déjà à partir de la tête, c'est le Rwanda qui place celui qui fait office de chef de l'État, mais la nomination dans les autres postes, coordonnateur du mécanisme TDRC, vous avez suivi toutes les dénonciations, mais qui l'a nommé. Dans de postes de commandement, dans l'armée, dans la police, dans les entreprises publiques, il y a des recommandations, des ordres qui viennent de Kigali pour dire, bon, tel sera ministre de la Défense ou de tel secteur. Donc, je n'ai pas fait une enquête sur ce qui est fait au niveau des établissements publics, des entreprises, mais à partir du moment où, au sommet de l'État, se trouve un agent du Rwanda et de l'Ouganda, il va de soi que dans les autres institutions, le problème est grand. Alors la solution, comme l'a dit le modérateur, je crois que nous devons nous battre conséquemment. Notre parti le dit bien, pour la dignité du peuple congolais. La dignité, c'est aussi la souveraineté, c'est surtout la souveraineté. Nous devons commencer par là. Ne plus supporter que le Rwanda aille jusqu'à nommer un président de la République sur notre pays, dans notre pays. Jusqu'à ce que des députés élus soient rejetés, mais qu'on ait des personnes qui parlent au nom du peuple congolais qui n'ont pas reçu mandat. Donc, à côté de la vigilance, de la mobilisation contre l'agression, comme l'a dit Faustin, nous devons nous radicaliser davantage autour du processus électoral pour que demain nous ayons non seulement le président de la République élu, mais également la majorité parlementaire composée de véritables patriotes, des gouverneurs de province, des patriotes véritables, des députés provinciaux. Et lorsque la souveraineté est rétablie, tous ces traîtres, tous ces infiltrés dans différents services n'auront plus assez de marge et de manœuvre pour saboter la souveraineté de notre pays. Donc c'est inévitable que des infiltrés soient là dans plusieurs institutions, au-delà de l'armée et de la police, mais cela procède du fait que déjà au sommet de l'État, ce sont des collabos, ce sont des marionnettes, des agresseurs qui ont été placés là. Malheureusement, la majorité des Congolais a pensé que de cette agression pouvait venir quelque chose de bien à notre profit. Donc, c'est une interpellation pour nous tous pour que l'on mène les combats jusqu'à ce niveau-là. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. Elle est très grave. Vous avez entendu les Rwandais met en avant l'épouvantail du FDLR. Mais l'honorable Kassekwa nous dit qu'il y a autre chose. Et à chaque fois, le Rwanda dit que c'est un problème entre les Congolais. Mais si c'est un problème entre les Congolais, qu'est-ce que l'armée rwandaise vient faire dans cette affaire? Parce que les experts des Nations Unies l'ont démontré. Les militaires des FARDC l'ont démontré. Et donc, nous, Congolais, nous devons
prendre nos responsabilités. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous les autres pays du monde se développent, y compris certains pays africains. Mais le Congo est à la traîne. À la traîne, malgré ses multiples ressources naturelles. Est-ce que nous sommes des sous-hommes, des sous-femmes? Nous sommes des sous-humains pour ne pas être en mesure de prendre le destin de notre pays entre nos mains? Et c'est pour cela, nous devons nous réagir. Mais avant que nous puissions réagir, pendant que nous réagissons, je vais dire ceci à la communauté internationale, ici représentée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit prendre à bras-le-corps cette question de l'insécurité à l'est de notre pays. Insécurité causée pas par les Congolais, mais par les pays voisins. Je n'ai pas à faire de démonstration. Les Nations Unies le savent. Il faut que le Conseil de sécurité nous dise comment ils pensent résoudre cette question. Et j'invite aussi le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, et le président Joao Lorenzo, président en exercice du CIRGL, qu'il s'occupe de cette question parce que l'instabilité du Congo cause une instabilité totale pour l'Afrique. Nous devons à tout prix, maintenant nous-mêmes Congolais, prendre cette question à bras-le-corps. C'est pour cela que je demande à tous nos concitoyens qui sont dans la diaspora de faire ce que nous avons commencé de faire ici. C'est-à-dire, c'est vendredi 3 juin, nous allons marcher. Nous allons marcher pour montrer à la face du monde que nous ne sommes pas d'accord avec le Rwanda. Nous allons marcher pour démontrer au monde entier qu'il n'y a aucun Congolais qui acceptera qu'il y ait un seul centimètre carré du Congo qui soit pris par un autre pays. Et donc, je vous le dis, je serai là moi-même. Je vais marcher avec mes concitoyens et soyons nombreux. Démontrons que nous aimons notre pays. J'invite aussi nos compatriotes qui sont disséminés dans beaucoup de pays, dans la diaspora. Je les invite à organiser aussi des manifestations, à élever leur voix, à montrer partout que nous sommes agressés. Depuis 1994, que nous souffrons. Il y a des Congolais qui ont été massacrés. C'est documenté dans les rapports mapping. Et personne ne veut s'occuper de la situation congolaise. On ne bénéficie pas de l'écho des médias internationaux. L'affaire du Congo, on l'était, je ne sais pas pourquoi. Et donc, on est en train de déstabiliser le monde. Si on déstabilise le Congo, cela veut dire qu'on déstabilise l'Afrique.
déstabiliser l'Afrique, c'est déstabiliser le monde. Aujourd'hui, on voit comment la communauté internationale se déploie pour l'affaire de l'Ukraine. Et je demande à cette communauté internationale de se déployer de la même façon sur l'agression du Congo. Le Congo a perdu plus de 10 millions de ses fils et de ses filles. Le Congo a aujourd'hui plus de 6 millions de déplacés internes. Le Congo aujourd'hui a des enfants en son sein qui sont sans abri. Le Congo a plus de 27 millions d'enfants qui ne mangent pas à leur faim, ou même pas à leur faim, qui n'ont rien à manger. Alors que nous sommes un pays qui regorge de tout. Nous voulons développer le Congo. Nous voulons travailler pour le Congo. Nous voulons travailler pour la communauté internationale. Nous